d'enregistrement pour un premier degré. Ces derniers viennent s'ajouter aux 102 ouvertures et 56 fermetures des classes définitives déjà décidées en février. Au total, 48 ouvertures et 23 fermetures supplémentaires ont été annoncées. Quelques cas isolés restent encore en suspens. À Auvers-sur-Oise, la réparation de l'embarcadère se profile enfin. L'embarcadère est hors d'usage depuis plus d'un an. Alors que le dossier semblait au point mort, aucune institution ne s'estimant responsable de sa réparation, la situation semble enfin se débloquer. Le 12 juin prochain, des plongeurs spécialisés vont s'immerger dans l'Oise pour faire un diagnostic visuel de l'état du site. Une étude de stabilité vient d'être lancée à l'initiative du syndicat mixte des berges de l'Oise en partenariat avec la ville. Et pour finir ce flash, argenté des élèves visent les écoles d'excellence. Sofiane Asnaoui, le jeune argenteuil prodige de l'informatique et fondateur de l'association Insane, basée dans les locaux des Bains de Bouche rue Calais. Cette association a pour but d'enseigner l'informatique à des élèves du Val d'Oise. Sofiane essaie de transmettre sa passion différemment, loin des schémas de l'enseignement classique d'aujourd'hui. Il promeut le modèle apprendre à apprendre et le self-learning. L'association espère aider les élèves à intégrer de grandes écoles d'informatique comme Epitech. Merci Ayayi, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Je remercie 1000 fois nos invités valdoisiens, mais pas que. 7h, 9h, la matinale sur IDFM Radio Anguin. Très bon week-end, rendez-vous lundi. Maintenant, vous avez rendez-vous avec Florence Sueur pour le bar de l'économie. Alors, si vous voulez interagir ou pas les uns les autres, tu l'as pas pas de souci, au contraire, c'est même mieux. Florence Sueur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous comme chaque matin. Encore une semaine qui se termine en beauté. Vous avez de nombreux invités ce matin. Quelle sera en gros la thématique un sujet phare, indispensable, important, la biodiversité. Ah oui, effectivement. Nous allons parler entre autres des abeilles. Pas que. Pas que, mais elles font partie en tout cas de cette biodiversité. Et à un moment donné, en tout cas, elles fuyaient les abeilles. Les pauvres, non seulement elles reviennent depuis quelques temps. Et elles meurent, oui. Nous allons parler de tout ça dans un instant, juste après votre générique. Bonne émission, Florence. Merci Christophe, bon week-end. Je t'ai vu à la technique, je pensais que tu avais calé l'indicatif. C'est l'indicatif. Heureusement que Christophe il est au taquet. Justement, tu te cales, c'est pas grave. Alors, Florence, elle rebondit. Vous n'avez pas besoin du casque. C'est pour les appels téléphoniques, mais si vous voulez vous entendre parler, vous entendrez votre son de voix, vous pouvez, comme vous voulez. Allez. On est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de nous suivre au bar de l'économie. Eh bien, les climato-sceptiques sont au placard, pluie torrentielle, inondations à répétition, maisons invendables, familles ruinées, mortalité croissante des abeilles, disparition des oiseaux, sans parler des récifs, de la banquise, bref, la liste est longue. La biodiversité est à la fois la diversité des écosystèmes, des espèces, mais aussi la diversité génétique au sein des espèces. La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a inscrit le principe de coopération renforcée entre les collectivités territoriales et l'Agence française pour la biodiversité. Ça y est, les politiques publiques de développement économique, d'aménagement et de gestion des territoires commencent à en prendre conscience. Mais pas si simple. Le refus par les députés d'interdire le glyphosate, Monsanto racheté par Bayer pour 63 milliards de dollars, donc la marque Monsanto va disparaître. C'est ce qu'on appelle le brand washing. Et bien écoutez, la semaine prochaine, je vous en parlerai un peu plus du brand washing. Mais ne vont pas disparaître les OGM et les pesticides que fabriquent ces deux marques. Soyons honnêtes, les chimistes n'ont pas encore trouvé de quoi le remplacer et les agriculteurs ne peuvent s'en passer. Mais ils les utilisent mal ou en trop grande quantité. Je vous conseille les photos de Mathieu Asselin sur ce sujet ou le reportage de France 3 sur l'Argentine il y a déjà quelques années. Mais tout de même, on avance. Nos politiques ont envie de partager des bonnes pratiques et pour cela, créer de nouveaux partenariats ou se faire accompagner pour préserver notre biodiversité. Eh bien, tel va être notre sujet aujourd'hui, car il ne faudrait pas non plus tomber dans l'excès inverse, l'écolo-terrorisme. Pour en parler, eh bien Nicolas Buchou, bonjour. Bonjour. Vous êtes urbaniste, cofondateur de Renaissance Urbaine, président du Cercle du Grand Paris, le think tank français de l'investissement durable et membre du réseau UNESCO des villes créatives d'Indonésie. Bon, IDFM, on vous connaît bien, vous êtes notre expert en environnement et en développement durable. Luc Monteil, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes président du Conseil international pour la biodiversité dans l'immobilier, le CIBI, qui est un lieu de rassemblement pour une nouvelle filière,
biodiversité et immobilier, on ne connaissait pas jusqu'à présent. Concrètement, cela signifie réfléchir à la relation homme-nature dans des secteurs de l'aménagement et de la construction. Alors, vous utilisez un nouveau mot, la biophilie, il faudra nous expliquer ce que c'est. Et puis, vous venez de créer un label, le label biodiversité. On veut bien savoir aussi ce que c'est. À nos côtés, donc, Olivier Floch, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes le cofondateur de Biomime Expo, le rassemblement du biomimétisme et des innovations bio-inspirées. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Comment le biomimétisme s'invite dans les projets architecturaux en cours? Si on a le temps, peut-être la bioluminescence des animaux marins, une source d'éclairage, on veut bien savoir. Enfin, plein de thèmes à voir tous ensemble. Et puis, Philippe Mandonnet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur d'Elgam et puis aussi le directeur du Global Estuary Forum. Là, vous allez nous en parler plus longuement. Mais vous travaillez avec des élus et des acteurs privés sur les enjeux du commerce de proximité. Et là, c'est un sujet phare dans le Val d'Oise. Un nouveau dialogue s'instaure entre décideurs publics et privés pour réfléchir à de la co-construction pour une dynamisation commerciale. Donc, c'est un sujet un petit peu connexe à la biodiversité, mais tout de même, si on a le temps d'en dire deux mots, ça serait tout de même intéressant. Alors, aujourd'hui, vous avez compris, nos auditeurs, nous allons parler de environnement, biodiversité, climat. Quelles priorités, quels acteurs, quel territoire? Mais avant de passer la parole à mes invités, eh bien oui, comme d'habitude, les infos du jour, eh bien c'est les 8e Assises nationales de la biodiversité, les 13, 14 et 15 juin à Valenciennes. Donc s'informer, partager, réfléchir ensemble. 30 conférences et ateliers à destination des agents des collectivités publiques, des élus locaux, des associations, bref, à tous les partenaires concernés par ces sujets. Pour en savoir plus, vous allez sur internet idéalconnaissance au pluriel.com, les assises de la biodiversité. 3e édition du Global Estuary Forum se tiendra du 13 au 15 juin à Deauville et au Havre, au cœur de l'estuaire de la Seine. Cette rencontre rassemble des délégations et des décideurs politiques. Peut-être que Philippe Andonnet pourra nous en parler un peu plus longuement tout à l'heure pendant notre débat. Alors, une arnaque, 3e info du jour, c'est celle aux panneaux solaires qui se multiplient. Depuis plus de 10 ans, malgré la vigilance des pouvoirs publics, la fraude à la rénovation énergétique continue. Et malheureusement, eh bien, on a remarqué que très lourdement des familles se sont endettées avec des sociétés qui travaillent avec de faux certificats et qui vendent des panneaux solaires à des prix prohibitifs qui ne fonctionnent bien sûr pas bien. Voilà pourquoi je vous alerte. Donc, première règle, ne pas signer de devis. En tout cas, ne pas, si vous avez un devis qui vous arrive avec tout pré-rempli, surtout ne pas signer. Ne pas non plus payer tout d'avance, payer un acompte, attendez de voir si ça fonctionne et ensuite, voilà quelques règles pour ne pas se faire trop arnaquer. D'autres infos tout à l'heure avec Jérôme vers 9h50, mais tout de suite, on poursuit notre voyage dans la musique électronique, notre première pause musicale du jour. Alors, c'est qui aujourd'hui? Elle est une 54 en musique. Ok, Arnaud Rebotin. Non, c'est Robotini d'ailleurs. C'est Arnaud Robotine, voilà. Ouais. Donc, ça s'appelle 4 13. minutes, j'en ai fait une 54. Une 54, très bien. Sur 4 ou 6 minutes. Ouais. Donc Nicolas, je vous passe la parole tout de suite. Et là, je parle de votre actualité. Donc vous allez parler et puis après, vous allez enchaîner. Peut-être, si vous avez envie, vous lancer une question pour passer la parole à quelqu'un d'autre. Ça sera mieux de relayer votre actualité. Là, vous choisissez. Et puis après, vous interagissez les uns avec les autres. Et quand vous avez la parole, il faut en profiter pour dire ce que vous aviez prévu, ce sur quoi vous voulez alerter ou intervenir. Je parle notamment pour... Je propose qu'on commence avec Luc Monteil, Oui. parce qu'il y a eu une actualité très importante en mars, avec le lancement aussi d'un slogan Make Our Planet Green Again. Oui, j'ai vu. Voilà, qui avait très bien marché. Et puis c'est vrai qu'il y a les assises de la biodiversité la semaine prochaine, dont le CIBI est partie prenante. Et puis après, Olivier, par rapport à la préparation du Biomime Expo. Et puis ensuite, au plus proche de nous et sur les estuaires avec le Global D'accord. Estuary Forum. Moi, c'est ce que j'avais prévu. Parfait. Je ferai un petit rappel quand même de ce que c'est que le biomimétisme. Oui. Ah bah, je pense que c'est un peu... C'est indispensable. c'est un peu nécessaire. Et puis alors, ce mot bio-inspiré, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Hein. Est-ce que c'est une révolution de la chimie Ça touche potentiellement tous les domaines. Les formes, On y retourne dans 10 matériaux. secondes. 10 secondes. Ah, ça va très Vous vite. expliquer. Soyez convaincus. Oui, 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 effectivement.
Voilà, nous sommes sur IDFM. Vous venez d'entendre Arnaud Robotini, un artiste dans la musique électronique, comme vous avez pu remarquer. Aujourd'hui, nous parlons donc biodiversité, environnement avec Nicolas Buchou, Luc Monteil, Olivier Floch, Philippe Mondonnet. Alors Nicolas, j'ai envie de vous donner la parole tout de suite, car votre actualité, c'est le 7e forum du Cercle du Grand Paris, le 12 juin, c'est-à-dire mardi, qui va se dérouler à Issy-les-Moulineaux sur le thème « Grands investissements métropolitains ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des infrastructures au capital social de demain? Merci, et merci Florence. Effectivement, on a cette actualité et nous serons au Hub Innovation d'ICAD à Issy-les-Moulineaux. Un peu au cœur des enjeux dont on va parler aujourd'hui, ceux de la rencontre entre la ville au sens où on l'entend classiquement et puis de nouveaux enjeux. Et si on parle de la ville et si on parle du Grand Paris, président du Cercle Grand Paris de l'investissement durable, on est souvent dans des approches en termes d'attractivité ou d'investissement sur des sujets lourds, voire très, très importants, à coût de dizaines de milliards d'euros. Le constat qu'on a fait depuis 3 ans, c'est qu'il y avait une déconnexion croissante entre ces grands investissements et puis la satisfaction des usagers et une déconnexion croissante aussi entre ces grandes stratégies d'investissement et puis l'équilibre social général dans les territoires. Donc plutôt que de poser les choses de manière négative, on s'est dit comment est-ce qu'on peut connecter ces grands investissements avec ce qu'on peut appeler la production de capital social, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est mieux armé collectivement pour répondre aux défis de demain, d'accord ? Dans tous les domaines. Parmi ces domaines, il y a évidemment ceux de la transformation digitale, par exemple, mais il y a aussi ceux de la transformation de l'environnement. Et là, on rentre dans des choses qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'aménagement du territoire au sens où on l'a entendu longtemps et qui débordent complètement les cadres de politique publique habituelle. On parle beaucoup, effectivement, vous l'avez rappelé en ce moment, de plastique, de glyphosate, d'abeilles, et on a le sentiment que ce sont des choses qui sont rentrées dans la ville, mais que les acteurs des villes ne sont pas forcément très bien armés pour y répondre. Donc, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est simplement en promulguant des grands plans ou en promulguant des interdictions? Nous pensons que c'est en faisant émerger de nouvelles stratégies de partenariat. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et on va en parler dans un instant, on parle d'immobilier tertiaire, les bureaux, la logistique, le logement, c'est une des toutes premières industries à l'échelle métropolitaine, puisqu'il y a la construction qui va avec. Comment est-ce qu'on fait pour lier immobilier et biodiversité? On a besoin d'idées neuves. On va en parler là aussi dans quelques instants, de penser l'avenir, d'avoir des idées fraîches entre utopie, artistes, et puis en même temps science, avec qui on travaille. Comment est-ce qu'on va faire le lien aussi avec les territoires? Ça, ce sont de vraies questions. Et puis, on a beaucoup parlé il y a quelques années, encore aujourd'hui, mais on a beaucoup parlé par exemple d'écoquartiers, d'accord? On se rend compte aujourd'hui que, certes, les écoquartiers peuvent avoir un bilan carbone, ce qu'on appelle le bilan carbone intéressant, mais en même temps, ça n'empêche pas la montée et le développement de la pollution, par exemple, à grande échelle, celle du Grand Paris ou celle de l'agglomération parisienne. Et donc on a besoin de pouvoir se projeter à d'autres échelles, et on en parlera aussi, à l'échelle de ce qu'on appelle l'axe Seine, c'est-à-dire toute cette vallée entre Paris, Le Havre. Et nous, ce que nous essayons de faire, c'est pas forcément de trouver des réponses tout seul, mais c'est vraiment d'agréger des acteurs de la société civile, de l'environnement, du commerce, de l'aménagement, du financement des infrastructures, ensemble pour trouver de nouvelles pistes de travail inspirantes. Et par exemple, et je m'arrêterai là pour ce propos liminaire, le Cercle Grand Paris, qui est une association statutairement, un think tank. Nous faisons partie de la Fédération nationale de recherche pour la biodiversité, au titre d'un collège d'engagement des parties prenantes. Je dois dire qu'on n'a peut-être pas été les plus assidus encore à ces travaux, mais c'est extrêmement important de renforcer et de créer des coalitions très, très concrètes autour d'enjeux économiques très sensibles et très tangibles. Pour ça, je vous remercie vraiment d'avoir organisé ce temps d'échange aujourd'hui autour de l'environnement, biodiversité avec nos partenaires. Alors justement, on va, comme vous avez dit, effectivement, c'est un sujet majeur.
mais en même temps, on ne peut pas non plus révolutionner toute l'économie d'un coup. C'est infaisable dans n'importe quel domaine, de toute façon. Donc, Luc Monteil, quelles sont les idées, justement, pour cette nouvelle réflexion de la biodiversité par rapport à l'immobilier, par exemple? Merci Florence. L'association CIBIC que je représente porte quelques idées en ce sens. C'est une association qui est encore jeune, nous avons 4 ans d'âge. Elle est composée principalement d'acteurs privés et publics. Je ne vais pas les citer parce que j'en oublierai forcément. Nous cherchons à travailler sur 2 ou 3 fondamentaux. Le premier, c'est de pousser le développement de la biodiversité en ville, mais pas seulement sur l'aspect esthétique. Là, on parle finalement de gîtes et couverts, d'habitat, bien sûr autant pour la faune que pour la flore, mais ce n'est pas le seul sujet. La ville est un îlot de biodiversité, mais ce n'est pas là en fait qu'on sauvera la planète sur la question en fait de la biodiversité. Là où on cherche à travailler pour axer sur cette problématique du devenir de la biodiversité, c'est la relation homme-nature. Il y a 2 enjeux derrière ça. Le premier, c'est pour les entreprises, c'est une question de l'apport de services de la nature sur ses salariés, question de réduction du stress, de capacité de mémorisation, donc au final de productivité. Pour le résidentiel, c'est une question d'attractivité, donc de niveau de loyer, d'intérêt à acheter un logement. Pour les hôpitaux, c'est une question de durée de convalescence. Mais derrière ces enjeux, qui sont un petit peu économiques, il y a aussi le lien sur la prise de conscience pour les citadins, pour les citoyens également, de ce qu'est la biodiversité. On est dans un paradoxe. Aujourd'hui, on a une situation où les citadins sont en demande de nature, de présence de nature, mais en même temps, ils ne savent plus ce que c'est. On ne sait plus appeler les espèces par leur nom. On voit ce qui se passe au niveau de la perte d'espèces, la diminution des populations, etc., mais on ne se sent pas trop concerné. L'idée de... C'est-à-dire que vous voulez dire qu'on en a conscience collectivement, mais finalement, individuellement, on ne fait pas ce qu'il faut. On ne fait pas ce qu'il faut. On n'est pas sur la prise de conscience. Nicolas Hulot, en premier lieu, le dit. En fait, il pousse des idées, mais il a l'impression, il le dit souvent, de parler dans le vide. Dans le vide, voilà. Il n'a pas le relais. Donc l'idée, c'est de pousser en fait, cette prise de conscience pour que les citadins, en premier lieu, poussent les politiques et que le sujet soit enfin pris en compte au bon niveau et lance des actions en fait, beaucoup plus rapides. Alors, et comment on peut faire? Parce que finalement, si on assiste à des réunions, vous voulez dire que chacun reste, pour les professionnels, qu'ils soient institutionnels, je veux dire, dans l'administration ou ailleurs, chacun reste sur son petit métier sans forcément confronter tout l'environnement. Ce qui est fondamental, c'est de faire ensemble, déjà, et de lancer des actions. Donc, vous avez cité le fait que nous avons lancé en premier lieu un label qui s'appelle Biodiversity, City comme la ville en fait en anglais, qui est porté sur un référentiel et qui est un outil pour finalement les acteurs de la ville et de l'immobilier pour travailler le sujet en approche d'excellence. La deuxième action en fait, que nous avons lancée pour pousser cela, c'est un appel international à l'action, à végétaliser les villes, qui est porté par un hashtag qui s'appelle Make Our Planet Green Again. Ce n'est pas le Great Again d'Emmanuel Macron, mais c'est volontairement en lien avec le Great Again, parce que climat et biodiversité sont intimement liés. Cet appel international est porté par une charte en 10 points, dont les signataires finalement s'engagent à prendre en compte le sujet dans leurs actions de développement de la ville. Et nous sommes en lien avec l'association Entreprises pour l'Environnement, qui lance pour les entreprises également une charte pour que les entreprises prennent en compte le sujet sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, donc un domaine beaucoup plus large, en sachant que notre charte finalement vient prendre en compte le sujet du bâti, de l'îlot ou de l'aménagement de la ville. Alors, est-ce que ça veut dire de nouvelles normes? Parce qu'il y a beaucoup de normes déjà dans l'immobilier, c'est pas évident. Est-ce que ça veut dire de nouvelles normes à venir? Ou modifier les normes existantes? Le constat, c'est que sur ces questions-là, la biodiversité en ville, voire de la biophilie, on y reviendra tout à l'heure, il n'y a pas de normes, concrètement. On parle beaucoup de climat, on a dû se développer des actions et il fallait passer par là. Mais paradoxalement, on a un petit peu oublié, à la fois en fait au niveau du législateur et puis des normes privées, les grands référentiels, les labels énergétiques, BBC autrefois, le BIPOS aujourd'hui, demain plus c'est moins. On a carrément oublié ce qu'était la nature, alors que c'est un élément qui est très important. Donc des normes, on en a aussi besoin. Alors, dans un premier temps, pas forcément de la réglementation, même si à un moment donné, ça sera utile, par exemple, pousser la végétalisation des toitures dans les villes. C'est un élément en fait qui est important. Et au bout du compte, l'idée, c'est de pousser l'initiative, de faire prendre conscience qu'il y ait un mouvement qui démarre
où finalement les acteurs aient la possibilité d'aller plus ou moins loin sans avoir tout de suite la contrainte. Alors, vous dites que les pratiques, donc relation, je dis, votre propos, c'est remettre en avant la relation homme-nature. Est-ce qu'il y a des meilleures pratiques dont on peut s'inspirer peut-être ailleurs? Ou dans d'autres départements de France que par exemple l'Île-de-France ou Le Havre dont on va parler tout à l'heure? Sur la question de la relation homme-nature et des bonnes pratiques, on se rend compte qu'il est très important, et on avait un petit peu oublié de le faire en développant des bâtiments qui étaient très minéraux, qui étaient parfois très, très réussis d'un point de vue architectural, et on avait oublié en fait de prendre en considération l'apport de cette présence nature proche du bâtiment, voire à l'intérieur des bâtiments. Le fait de mieux travailler cette question-là permet à la fois d'apporter de la biodiversité en ville et d'apporter ce qu'on appelle des aménités, c'est-à-dire concrètement des services finalement à l'occupant, quel que soit finalement le type de bâtiment. Il y a besoin en fait de compétences pour cela. Il faut des gens qui connaissent ce qu'est la nature. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec des paysagistes, des concepteurs paysagistes, des architectes paysagistes. Au contraire, ils sont très importants, mais ils n'ont pas encore développé ou pas suffisamment cette conscience ou cette expertise de ce qu'est le vivant. D'où l'intérêt d'apporter, cette compétence qu'on appelle chez nous écologue. Nicolas Buchot, oui, ensemble avec Luc Monteil, on avait répondu à une enquête de la direction de la compétitivité en Ile-de-France, de la Directe, sur l'impact du Grand Paris sur les filières du paysage. Hein. Et lors de très général, qui nous concerne tous individuellement, mais que les filières professionnelles étaient en réalité relativement mal structurées pour y répondre de façon j'allais dire, globale. Ça concerne aussi bien les filières du paysage que de l'architecture que l'immobilier. Et un enjeu, c'est de pouvoir passer d'un sentiment général à comment est-ce qu'on agit concrètement, comme le disait Luc, comme vous le disiez, comment est-ce qu'on agit en suscitant des dynamiques positives, pas tout de suite en posant de nouveaux interdits et de nouvelles normes, parce qu'effectivement, on vit sous contrainte. On vit tout le temps sous contrainte. On vit sous contrainte. Mais comment, autour de ces enjeux de nature et de biodiversité, pas simplement de climat qui semble nous menacer, on arrive à passer à créer des dynamiques positives, porteuses, et à intervenir dans ce sujet de manière professionnelle, avec une rationalité aussi économique. Et le rôle là-dedans des entreprises est absolument important. Alors, je reviens à ma question. Les bonnes pratiques, y en a-t-il? Est-ce que ça veut dire la suppression des grands ensembles? Est-ce que c'est fini, par exemple? Ou au contraire, est-ce qu'il y a matière à justement renforcer la biodiversité avec des grands ensembles? Parce qu'il faut bien loger la population. Non, absolument pas. La clé est d'apporter cette nature en fait, sur les grands ensembles. Et aujourd'hui, on commence à voir des réalisations très intéressantes. Vous avez tous vu ce que Stéphane Aubry a fait à Milan avec les tours Il Bosco verticales. C'est ce type de développement vers lequel il faut aller. Pour revenir, en fait, la dimension clé, c'est la biophilie. La biophilie, elle part simplement du constat que l'homme s'est construit dans la nature. Alors, je vais vous demander ce que vous voulez dire par cette notion de biophilie, justement. Derrière cette notion, on met tout simplement le fait de reconstruire autour de la présence, de l'occupation d'un lieu, des éléments correspondant à la nature. Alors, il y a bien sûr la nature indirecte, la présence d'espaces végétalisés à l'extérieur, la présence d'animaux, de petits animaux, alors bien sûr pas des animaux nuisibles ou des gros animaux mammifères, mais également à l'intérieur des bureaux, mais ça va au-delà, ça va sur la présence de sang, sur des matériaux dont l'image rappelle la nature, etc. Donc c'est toute une science qui va permettre finalement de reconstruire des éléments de bien-être. Quand je parle de bien-être, c'est pas seulement l'aspect pantouflage ou confort, c'est de performance de comportement également. Là, on pense aux entreprises. C'est toutes ces dimensions qu'il y a derrière nos biophilies. Donc finalement, c'est toute une rééducation à la fois de la population, de la formation, de toute la filière finalement. Exactement, et pour cela, il faut d'abord partir de la rééducation de l'environnement professionnel, du monde économique, pour ensuite pousser vers les citadins et aider ceux qui ont déjà en fait portent l'idée ou ces convictions, les aider à ce que leur message soit mieux entendu. Est-ce qu'il y a déjà des premières réalisations ou de futures réalisations à venir en France? Oui, nous avons maintenant un track record qui commence à être intéressant avec plus de 70 opérations de construction qui ont été labellisées ou qui sont engagées, une cinquantaine qui sont en étude.
Et nous travaillons en fait aujourd'hui en termes de référentiel aussi sur la question de la vie dans un lieu, sur l'exploitation par exemple. Et également à la demande d'aménageurs, de collectivités locales, un référentiel pour l'aménagement des quartiers. Merci beaucoup Luc Monteil. Je vous propose tout de suite une seconde pause musicale et on revient dans quelques secondes avec nos invités. Ça va? Qui prend la parole après? C'est Étienne de Crécy. Merci. Comité et puis Philippe. Est-ce qu'il fait chaud là quand on ferme les fenêtres? Ouais, Vous avez le droit d'enlever vos vestes. Ah ouais, Je allez-y. verrai en attendant, mais... On monte un sauna. Oui, là. On monte un sauna. Oui, on va mettre un... Non, il faut un clim, il faut une climatisation ici. Vous avez le droit d'enlever vos vestes, hein, c'est pas un souci. Hein. On va nu en serviette. J'ai l'impression qu'on a enlevé des cravates. C'est pas le bar de l'économie, c'est le bar du sauna ici. Ouais, Comment ça. maigrir, venez Ouais. au bar de l'économie. Voilà, on va nu en serviette. Et sur le pourrait être un sujet concept. sur le sujet de la nature en ville, il y a une façon de rebondir par rapport à ce que dit sur le commerce, qui est le fait de réenchanter le parcours urbain, et que c'est ce que demandent les consommateurs. Dans chaque Ah bah ville où alors, on a travaillé, on vous peut... voulez pas nous le dire Non, mais, pour finir? non, mais on peut réagir là-dessus. Ah d'accord, bah, il faut pas. Je vous D'accord. ai dit, Oui, oui, non, non, levez mais- la main. Comme personne n'a levé la main, c'est pour ça que Non, je non, fais mais une c'est pause. pas... Si, au contraire, faut en profiter. Donc je vous passe la parole tout de Juste suite. pour réagir là-dessus, peut-être avant, comme ça, sur le sujet, il y a... Ah ouais, vous voyez que Et vous puis c'est un autre dites. avantage, que j'ai les boutons, ça évite que les boutons fassent du bruit sur le... Bon, par contre, il faut plus pause musicale après. Oui. Pendant 12 secondes. Combien? 12 secondes. 9. 9 secondes, on Là, c'est reprend. Étienne de Crécy. Hein. D'accord. Hashtag MyAs. Non mais je veux pas dire le titre. On y va là, Florence. Ok. Sur IDFM, vous venez d'entendre toujours de la musique électro, bien sûr, avec Étienne de Crécy. Alors nous parlons aujourd'hui biodiversité, environnement, comment finalement remettre l'homme au milieu de la nature, ou la nature au milieu de l'homme plutôt. D'ailleurs, Philippe Mandonnet, vous avez beaucoup travaillé sur le réaménagement urbain, et par rapport aux propos de Luc Monteil, je pense que vous pouvez donner des expertises. Oui, juste pour dire que lorsqu'on interroge les habitants des villes, et donc aussi par définition les consommateurs, on s'aperçoit qu'il y a partout en ville une demande de revégétalisation, de retour de la nature en ville. Et cela correspond aussi à un besoin et une attente pour réenchanter le commerce, faire en sorte que le parcours commercial en ville soit à nouveau un parcours de plaisir. Et c'est ce qui va faire que le commerce de centre-ville va retrouver une certaine vigueur lorsque le cadre de vie est également réenchanté. Et juste un tout petit point en matière de climat et de commerce, puisqu'on pourrait se demander quel est le lien, c'est que justement le commerce de centre-ville, par définition, va induire des déplacements à pied beaucoup plus fréquents, va aussi, contrairement au e-commerce, avoir un impact sur les emballages, sur les livraisons. Et je voudrais vraiment insister là-dessus. Le e-commerce a beaucoup d'avantages, évidemment, mais c'est aussi un facteur de livraison, d'embouteillage, de cartons à traiter, sans compter des pratiques de consommation où on se fait livrer 4 articles pour en renvoyer 3. Donc moi je plaide À ce vraiment... point-là. Oui, on essaye 4 paires de chaussures pour en renvoyer une. Et je pense que l'enjeu en termes d'éducation du consommateur, c'est de lui faire prendre conscience que on parle beaucoup des nouvelles mobilités, que les métropoles font des efforts en matière de nouvelles mobilités urbaines pour lutter contre les effets gaz à effet de serre et autres. Et puis, juste pour relancer cette petite pique, on parle souvent du prix du stationnement lorsqu'on parle de la ville. On oublie qu'en fait, les commerçants payent les parkings gratuits des grandes surfaces en périphérie dans les loyers et leurs taxes. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est juste que ce sont des coûts induits auxquels on ne pense Ils pas. répercutent toujours. Oui, qui répercutent toujours. Alors, on parlait biophilie, donc. Maintenant, on va parler un petit peu, si vous voulez bien, Olivier Floch, de biomimétisme. Expliquez-nous ce qu'est le biomimétisme. Oui, alors, en préambule de mon explication, je voudrais juste rappeler, pour revenir à la biodiversité, que c'est le dernier jour aujourd'hui de la consultation publique qu'a lancée Nicolas Hulot via une plateforme sur la participation des Français, des citoyens, au grand plan biodiversité qu'il a lancé,
À date, nous en sommes à 20 000 consultations, propositions de citoyens, et j'invite tous les auditeurs, évidemment, à aller exprimer leurs idées sur ce sujet. Donc là, il faut aller sur quel site? Sur le site du ministère? Alors, oui, c'est le site du ministère qui pilote ce programme, et j'invite tous les auditeurs à Bien sûr. y aller de leur créativité. Alors, Avant ce soir. avant ce soir, tout à fait. Voilà. Donc, biomimétisme, une petite explication qui vient du grec, donc bios, la vie, mimesis, mimer. Le biomimétisme ou bioinspiration consiste en fait en une démarche qui s'inspire de la nature. Il faut savoir que la nature, c'est le premier labo de R&D au monde, puisque la vie est apparue sur la planète il y a environ 3,8 milliards d'années à travers une bactérie. Et il se trouve que tout ce qui nous entoure aujourd'hui en termes de règne animal, végétal et écosystème est le résultat en fait d'une longue vie d'adaptation. Vous imaginez en quelques 3,8 milliards d'années tout ce que la planète a subi en termes de catastrophes naturelles, de glaciation, de réchauffement. Et donc, toutes ces espèces, tous ces écosystèmes sont le fruit d'une extraordinaire adaptation à tous ces phénomènes. Et c'est pour ça, si vous voulez, que même si on a tendance à dire, c'est le premier poste du biomimétisme qui est comment s'inspirer des formes, je cite juste ce génial inventeur qui est Léonard de Vinci, dont nous célébrerons le 500e anniversaire de la mort l'année prochaine. Il a été le premier biomiméticien sur la planète, puisque en observant les chauves-souris et les oiseaux, il a créé les premières machines volantes sur le papier, évidemment. Et en tout cas, cette démarche a été réactualisée en 1997 par une biologiste américaine, Janine Benyus, qui a écrit un livre qui s'appelle « Nature comme source d'innovation durable ». Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que tout ce qui existe aujourd'hui sur Terre, qui n'est pas l'œuvre de l'homme, est totalement durable puisqu'il s'inscrit dans le principe, une dizaine de principes du vivant, que sont énergie solaire, que sont boucle locale, que sont zéro déchet. Et on est en train, nous, hommes, êtres humains, qui ne sommes là que depuis 200 000 ans, dans la version Homo sapiens sapiens, vous imaginez en 200 000 ans, et en tout cas depuis l'ère industrielle, tous les dégâts que nous avons faits à la biodiversité et à la nature. Donc, pourquoi réinventer la roue? Inspirons-nous de cette nature. Donc, j'ai parlé de la premier poste des formes. Un deuxième poste qui est celui des procédés des matériaux. Procédés, je vous donne juste un petit exemple. Vous prenez tous l'avion, vous avez observé depuis une dizaine d'années maintenant que toutes les ailes d'avions commerciaux ont les ailes justement recourbées. Ce n'est pas un effet de mode des compagnies aériennes, c'est juste le principe de s'inspirer du vol d'altitude des grands rapaces, notamment les aigles, qui, pour stabiliser leur vol et économiser de l'énergie, développent ces grandes plumes qui s'appellent des ramiges au bout de leurs ailes pour réduire les turbulences d'air au-dessous de leurs ailes, de façon justement à économiser de l'énergie. Et ça, donc, les constructeurs se sont inspirés de ce principe de vol. Et en fait, Air France a fait une étude l'année dernière qui a montré que tous les avions équipés de ce système ont permis d'économiser 4% de kérosène sur une année. C'est énorme. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas pour faire beau, c'est vraiment très utile. Donc ça peut être appliqué dans d'autres domaines? Dans tous les domaines, j'allais dire. Je suis un petit peu enthousiaste sur le sujet, mais il faut savoir que ce soit la médecine, je vous donne juste un autre exemple. On est en train de créer aujourd'hui des sutures naturelles qui s'inspirent du système de fixation des moules sur les rochers. Les moules sont fixés sur les rochers par un petit filament qui s'appelle le byssus. Et il y a des chercheurs qui se sont demandé, mais comment, par quel miracle, après des grandes marées, après des tempêtes, ces fameuses moules restent toujours accrochées au rocher? C'est vrai. Et bien en fait, ce système est un des plus importants et efficaces de fixation au monde, une fois de plus. Et donc, il y a des chercheurs qui sont en train de reproduire ce système-là en labo. Et demain, nous allons pouvoir jeter à la poubelle, parce que c'est vraiment l'idée, c'est de nous désintoxiquer de toutes les molécules chimiques, de toutes les énergies fossiles, de tous les plastiques, on en parlait en intro, qui sont en train de nous pourrir la vie. Je ne parle même pas des glyphosates et autres insecticides, grâce à l'inspiration de la nature. Et donc, demain, ces nouveaux principes de colle vont supprimer les colles néoprène bourrées de molécules chimiques extrêmement polluantes.
Voilà, donc c'est un deuxième exemple, celui des procédés. Le troisième exemple, le troisième domaine, on va dire, c'est celui des écosystèmes. Écosystèmes, bon, pour nous, Européens, climat modéré, le meilleur exemple, c'est la forêt, qui est ici à quelques kilomètres d'Anguin, par exemple. Eh bien, une forêt est un formidable écosystème puisqu'elle ne génère aucun déchet. On parle beaucoup d'économie circulaire aujourd'hui. Oui, tout se transforme dans une forêt. L'économie circulaire, si vous voulez, c'est un principe que l'homme, une fois de plus, n'a pas pris en compte, puisque tous nos systèmes de production depuis l'ère industrielle sont faits de façon linéaire, c'est-à-dire qu'on utilise par excès des ressources naturelles, on produit et on jette. Or, il se trouve que dans une forêt, faites l'exercice dans quelques mois, quand vous irez vous promener au mois d'octobre ou novembre, les milliards de feuilles mortes que vous trouverez sous vos pas en marchant, je vous recommande beaucoup de marcher d'ailleurs dans la nature, c'est très bon, eh bien, quelques mois après, auront disparu, par quel miracle, parce qu'elles seront transformées en humus qui auront enrichi les sols. Et ce qu'il faut savoir également, je finis juste sur la forêt, c'est que pour un petit champignon que vous allez peut-être cueillir, alors surtout vous ne l'arrachez pas, vous le coupez, parce que sous ce champignon, vous avez en moyenne 15 km de mycélium en souterrain. 15 km. 15 km, c'est absolument extraordinaire. Et il se trouve que on est en train de découvrir que tout ce mycélium est en relation directe avec les micro-racines des arbres de toute taille. Et en fait, là encore, l'homme n'a rien inventé. À l'heure d'Internet et des objets connectés, la forêt est un formidable système de connexion. De connexion, c'est vrai. C'est vrai, on dit aussi qu'il y a des plantes, certains arbres ou certaines plantes ont besoin d'une autre plante pour vivre et leurs racines sont complètement imbriquées les unes dans les autres. Un des principes du vivant que je voudrais rappeler, c'est la collaboration. Il y a de la compétition dans la nature, par temps froid par exemple, mais le principe même de la nature, c'est celui de la collaboration. C'est également un autre principe qui est celui d'optimiser et de ne pas maximiser. L'homme, dans sa démarche, maximise. Il pompe un maximum de ressources naturelles. Il a une logique maximaliste. Non, la nature fait en sorte qu'elle ne utilise que ce dont elle a besoin. Donc, vous voyez, c'est tous ces principes du vivant, formes, procédés matériaux, écosystèmes, dont nous devons nous inspirer pour demain réinventer notre mode de vie dans une démarche d'innovation, parce qu'on est là aussi pour innover de façon durable, de façon à ce que on vive en symbiose, c'est un autre principe avec la nature. Nicolas Buchou, vous voulez réagir depuis quelques minutes, donc je vous passe la parole. On parlait du byssus, je pense qu'on en apprend tous les jours, je ne suis pas sûr que... On connaît tous les moules accrochés à leur poteau, on n'était pas forcément, en tout cas moi, au courant que ça avait un nom précis et c'est toujours utile. Et je voudrais rebondir sur un point, vous avez parlé de ces kilomètres de mycélium sous un champignon. Et en fait, ce qui est intéressant par exemple avec ces questions de biomimétisme, c'est que ça nous emmène dans des imaginaires qu'on n'attendrait pas forcément, parce que, et je vais prendre une seconde pour parler de la dernière saison de Star Trek, j'imagine qu'il y a des autres éditeurs qui l'ont vu, ça nous emmène un peu loin de notre sujet, quoique comment s'en sort le capitaine et puis le USS Enterprise, parce qu'il découvre une manière de voyager dans l'espace à base du mycélium, en découvrant des connexions jusqu'ici invisibles. Et donc ça veut dire qu'en fait, il y a un pouvoir de l'imaginaire à partir d'éléments de référencement, d'éléments scientifiques, d'éléments qu'on partage, parfois un peu invisibles, et qui, lorsque on commence à en saisir toute la portée, peuvent aussi nous emmener dans des dimensions plus concrètes, plus actives. Olivier Floch. Ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est ça qui me passionne, moi, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de découvrir, grâce au progrès des nouvelles technologies, les caméras par 1000 images par seconde, les outils des labos dont je suis en train d'oublier le nom, les microscopes à balayage électronique, on est en train de découvrir que tout ce qui nous entoure est en fait extraordinaire et extrêmement complexe. Et si vous voulez, c'est ça qui est fascinant, c'est que plus on avance, plus on se rend compte que la nature, en fait, n'a rien à nous apprendre et il faut surtout la respecter. C'est pour ça que dans notre travail de promotion, je dirais, de soutien de la biodiversité et du biomimétisme, il faut bien expliquer qu'il y a environ 30 millions d'espèces sur Terre, animales, végétales. Aujourd'hui, on en a découvert qu'1%.
Un seul %. Voilà, on parle de taxonomier une espèce. On n'a découvert qu'un seul % de ce qui existe dans la nature. Tout à fait, parce qu'il faut vous imaginer que toutes les prospections qui vont être faites demain dans les fonds marins, dans les abysses, vont nous faire découvrir des millions et des millions d'espèces. Et quand vous imaginez que sur 1%, on est capable déjà de découvrir des choses extraordinaires, si demain on avait un grand programme mondial de taxonomier toutes les espèces sur Terre, vous imaginez l'extraordinaire bibliothèque de connaissances que nous pourrions arriver à apporter à l'humanité. En fait, ce que vous voulez nous dire, c'est que l'être humain se croit trop supérieur. C'est ça votre message, finalement. Totalement. L'homme doit être humble avant tout. L'homme fait partie du vivant, au même titre qu'un moustique, au même titre qu'un éléphant. Il a juste une intelligence sans doute un peu supérieure, mais on peut se poser franchement la question aujourd'hui quand on voit l'état dans lequel mais alors, est-ce que vous croyez qu'on peut réparer ce qu'on a détruit bien sûr. Et quand on voit l'attitude des États-Unis, enfin du président, parce que pas des Américains, mais du président américain, on est un peu étonné. Comme l'a dit notre président hier, personne n'est éternel. D'accord. Monsieur on va quand même pas aller jusque-là. Peut-être plus là dans 4 ans, j'espère, en ce qui me concerne. Bon, on va passer la parole tout de suite à Philippe Mandonnet qui veut réagir. D'ailleurs, tout le monde veut réagir à vos propos. On pourrait vous écouter des heures. On vous la redonne tout de suite après. En cette journée mondiale des océans, ce 8 juin, je voudrais souligner que, si l'on en croit, on en parlait tout à l'heure, Gilles Boeuf, l'ancien directeur du Muséum national d'histoire naturelle, cette vie des mammifères est née dans les estuaires. Parce que les estuaires sont un formidable écosystème riche de biodiversité, justement. C'est à la fois la rencontre entre la mer, le fleuve et la terre. C'est aussi la rencontre entre l'eau douce et l'eau salée. Et l'on pense que c'est le seul endroit où la nature a exactement, où l'eau a le même degré de salinité que le sang. Et donc, pour Gilles Boeuf, il y a vraiment un lien très fort entre le développement de la vie sur Terre et la vie mammifère sur Terre et les estuaires. D'où l'importance, évidemment, de tout mettre en œuvre pour préserver ces estuaires qui sont à la fois, juste comme je le disais, des écosystèmes très riches, naturels très riches, mais aussi des enjeux de développement économique pour tous les pays. Tous les grands pays, toutes les grandes métropoles se sont développées à travers leur ouverture sur la mer. Bien sûr. Et Nicolas faisait allusion il y a quelques instants au Grand Paris et aux grands investissements qui sont nécessaires pour le Grand Paris. L'axe Seine est aujourd'hui crucial pour si je peux me permettre, un développement durable et un investissement durable du Grand Paris, c'est-à-dire que à la fois pour approvisionner la capitale et, à contrario, pour évacuer les tonnes, je ne vais pas dire de déchets, mais il y a déjà les déchets domestiques, mais également l'ensemble de ce qui va être nécessaire pour percer les tunnels, pour tous les grands chantiers d'urbanisme et d'infrastructures du Grand Paris. Si on veut avoir un bilan carbone intéressant, il faut utiliser l'axe Seine, comme Londres a su le faire déjà. Et c'est un des enjeux justement de ce forum que nous organisons la semaine prochaine. Qui va se passer la semaine prochaine. Rappelez-nous où. Donc ce forum est du 13 au 15 juin à Deauville et au Havre. On a la chance d'accueillir les deux grands estuaires du Sénégal, la Casamance et le Sénégal, le plus grand estuaire des États-Unis. Et puis nous retrouverons avec plaisir Nicolas Buchou et Michael Nolan qui viendra de Melbourne. Donc je vous incite à aller sur le site du Global Estuaries Forum. Voilà, si vous voulez vous inscrire. Conférence gratuite. Voilà, conférence gratuite très intéressante. Vous reviendrez nous dire les bonnes pratiques et quelques exemples un petit peu plus tard. Alors, Luc Monteil, vous voulez réagir, je crois, aux propos. Je voulais donner un autre exemple qui est en lien avec les océans et qui est justement lié à la biorespiration. Le littoral, en fait, aujourd'hui, est largement soumis au problème de l'érosion. L'érosion qui est un phénomène naturel porté par la houle, etc. Sur les dernières décennies, les villes en fait, côtières, pour préserver leurs plages, ont essayé de traiter le sujet principalement en construisant des digues verticales qui permettaient finalement d'éviter ou de ralentir cette érosion, par contre qui ont eu pour impact d'accélérer l'érosion sur les plages de la partie littorale qui étaient
en aval. Donc en fait, on s'est complètement trompé. On s'est trompé. Et pourtant, je dirais qu'il y avait des experts savants qui avaient fait des calculs, etc., avec une certaine fierté, et à chaque fois de gros investissements. Aujourd'hui, on se rend compte par l'observation de la nature qu'il y a des pans entiers de littoral qui résistent très bien à l'érosion. Et parmi, il y en a plusieurs en fait, de configurations, ça c'est pas lié finalement à l'espèce flore ou animal végétal, pardon, c'est lié finalement à l'écosystème finalement de vie, des courants, température, etc. Parmi eux, l'ensemble des littoraux qui résistent très bien, littoral, pardon, excusez-moi, ils résistent très bien à l'érosion, sont des configurations, on retrouve des îles qui sont un petit peu avancées. Et on voit maintenant en fait décliner ce type de solution avec la recréation d'îles artificielles avec des enrochements adaptés, qui deviennent d'ailleurs des îlots à potentiel spontané de création de biodiversité et qui permettent finalement de supprimer ce phénomène d'érosion en cassant la houle, qu'elle soit c'est ça, c'est un phénomène mécanique qui permet de casser la houle qui est très puissante. Exactement. Nicolas Buchot. Et puis après, je passerai la parole à Olivier. Juste pour dire que, pour reprendre cette image de Luc, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on essaye de faire, c'est poser de petits îlots en amont et qui cassent un peu la force de ces grandes transformations, de manière symbolique aussi. Et on voit bien qu'autour de ces questions de biodiversité, on passe du très petit, voire de l'archi-microscopique, au très grand, au système Terre dans son ensemble. Ce que nous essayons de faire à travers le Cercle Grand Paris, et moi je suis très heureux que le CIVI par exemple fasse partie de nos membres, c'est de créer vraiment, de susciter des dynamiques positives qui soient porteuses d'avenir et je dirais chemin faisant, on arrive aujourd'hui par exemple à porter un certain nombre de problématiques ici par exemple, dans le cadre de cette radio, mais aussi dans d'autres enceintes. Je pense notamment à la préparation de la prochaine édition du G20. Alors il y a le G7 en ce moment, une prochaine édition du G20, puisqu'on fait partie de l'Assemblée des think tanks et des instituts de recherche auprès du G20. On vient de sortir un papier qui s'appelle Enjeux climatiques et de transformation des infrastructures, où, avec un certain nombre de partenaires, au think tank en Argentine, avec le MIT, on défend très fortement une autre approche de la construction des infrastructures qui tiennent compte des enjeux climatiques, environnementaux et de biodiversité. Donc ça veut dire que, même si en apparence c'est de l'échange et c'est de la discussion, ces petits îlots qu'on pose un peu en amont et ces dynamiques positives que l'on crée, on arrive en se mobilisant, société civile, entreprises, acteurs des médias, à pouvoir porter très loin un certain nombre de problématiques, un certain nombre de problématiques très fortes, et on aura l'occasion, nous, de le redire à la mi-septembre à Buenos Aires. Mais je sais qu'Olivier voulait réintervenir. Je rebondis juste, Nicolas, sur ce que vous venez de dire également, parce que vous venez simplement de nous donner la démonstration de l'utilité de la biodiversité. La biodiversité, c'est mélanger des espèces très différentes les unes avec les autres. Aujourd'hui, on se rend compte que dans certaines grandes entreprises, les cadres supérieurs sont tous issus de la même école. Pourquoi ne pas demain mélanger des gens qui viennent de tous les horizons? Et vous verrez que c'est ce que l'on cherche à faire, nous, à travers BioImExpo, dont je reparlerai dans quelques instants. C'est de mélanger un maximum de gens qui n'auraient jamais eu l'occasion de se rencontrer. Quand vous mettez un biologiste avec un chirurgien, il se passe des choses. Quand vous mettez un architecte avec un écologue, oui, ou un bureau d'études avec un philosophe, voilà. Il se passe autre chose. Et c'est extraordinaire. Et je peux vous dire qu'il faut vraiment qu'on arrête de travailler en silo en France et qu'on se prenne tous, j'allais presque dire dans les bras, mais en tout cas la main dans la main, pour travailler vers cet objectif. Un autre point important, rapide, je voulais parler de résilience également. Boris Cyrulnik a popularisé ce terme, mais il est valable également pour la nature. C'est un des phénomènes majeurs de la nature qui est capable, à travers les 18 écosystèmes que nos amis américains ont identifiés sur Terre, sont capables de rebondir après chaque catastrophe d'une façon incroyable. Et par exemple, pour revenir à la problématique des villes, Berlin est en train de devenir une ville éponge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, compte tenu des phénomènes majeurs que l'on est en train d'observer avec ces chutes d'eau, on est bien placé pour savoir depuis quelques semaines en France, de
caractère tropical, eh bien, on n'a plus la possibilité avec le ciment, avec le bitume qu'on a absolument sur toutes les surfaces aujourd'hui, d'absorber toutes ces eaux. Berlin aujourd'hui, alors est moins urbanisé que Paris, est beaucoup plus large comme ville, n'empêche qu'à chaque espace vert ou à chaque espace humide, ils vont planter des espèces extrêmement absorbantes, que ce soit de la mousse, des plantes, etc. Et tout ça va être capable d'absorber, pas forcément toute l'eau qui va tomber sur la ville, mais en tout cas, ça va éviter tous ces phénomènes d'inondation qu'on observe. Je finis juste rapidement. On est aujourd'hui sur une tendance à plus 4 degrés d'augmentation moyenne de la température à la fin du siècle. Des sociétés d'assurance viennent de dire que si on reste sur ce trend, nos contrats d'assurance vont augmenter de 50% à l'horizon de 2050. Bien sûr. Donc voilà, si on commence à toucher au portefeuille des Français, c'est comme ça qu'on va faire. Alors, Biomime Expo, juste quelques mots, s'il vous plaît. Biomime Expo, eh bien, c'est un événement un peu hybride que l'on a créé avec Alain Renaudin il y a maintenant 3 ans. On va fêter donc la troisième édition cette année avec 2 journées. Le 6 septembre à la salle des fêtes de la mairie de Paris et également le 23 octobre à la Cité des Sciences Parc de la Villette. C'est le grand rassemblement annuel de tous les acteurs institutionnels, académiques et évidemment économiques qui s'intéressent de près ou de loin à cette démarche. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que tous ces gens-là qui s'intéressent de près ou de loin aussi à la nature, échangent et puissent demain... Alors, si on est intéressé, qu'on veut venir assister aux conférences, on va sur quel site? biomimexpo.com, vous aurez tous les détails de l'événement. Merci beaucoup, Olivier Floch. On va tout de suite passer la parole à Jérôme pour les infos du jour. Bonjour, alors pour continuer un peu dans le thème, on va aborder un sujet plutôt préoccupant. Donc la Chine ne veut plus de nos déchets, vous êtes tous au courant je pense. C'est avec un peu de retard alors qu'elle est la première destination mondiale pour le recyclage des matières premières que la Chine annonce l'interdiction de l'importation de 24 catégories de déchets. Donc elle recevait chaque année entre 7 et 9 millions de tonnes de déchets, ce qui est assez considérable. Elle s'en servait pour fabriquer des produits en tout genre. Alors pourquoi ferme-t-elle ses portes? La première raison concerne la lutte contre la pollution. Dans un second temps, le pays estime que la production locale de plastique est déjà bien trop importante pour continuer de s'occuper de celle des pays étrangers. Mais selon Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération des entreprises du recyclage, je cite, « Cette décision chinoise est une opportunité pour l'industrie européenne du recyclage. De nouvelles usines vont pouvoir être construites pour augmenter les capacités, mais aussi pour innover et monter en gamme. » Seconde info du jour, Jérôme. Oui, dans le domaine de la technologie, voir à travers les yeux du réalisateur. Vous avez déjà rêvé d'être réalisateur? Eh bien, ça va pouvoir peut-être se réaliser avec le court-métrage The Moment de 27 minutes de Richard Ramshorn, donc spécialiste de l'interaction homme-machine, veut créer une toute nouvelle conception du cinéma. Donc vous connaissez déjà le casque virtuel qui inclut le spectateur dans le film, les émissions télé qui permettent de voter en direct de notre fauteuil, mais Ramshorn veut créer un tout nouveau principe. Grâce à un casque électroencéphalogramme sur notre tête, un algorithme calcule notre degré d'attention. Donc en fonction, le film s'adapte, il peut s'accélérer ou être plus approfondi. C'est assez incroyable. Vous serez en fait le chef de l'histoire. Donc comment tout cela est-il possible? Ramshorn a dû réaliser plusieurs versions, en tout 3 fois plus de scènes et 6 fois plus de musique. Donc il y aura selon lui 101 000 milliards de possibilités. Voilà, donc c'est assez incroyable. Merci beaucoup Jérôme. Philippe Mandonnet, je vous propose de conclure. Très rapidement, pour vous dire que malgré ce nom anglo-saxon de Global SOS Forum, c'est global qu'il faut comprendre au sens de global local, c'est-à-dire de dire qu'on est tous concernés, on vient de l'entendre, par ces enjeux de biodiversité, de développement économique, de gouvernance des estuaires de l'axe Seine, que vous soyez à Enghien, à Rouen, à Paris ou au Havre, c'est un sujet national et un sujet local. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles pratiques ? Il y a des nouvelles pratiques et je voulais juste réagir en une seconde. On aura l'estuaire de Saint-Louis qui est là. L'estuaire de Saint-Louis est confronté à un programme d'avoir trop d'eau et trop d'eau salée qui pose des grands problèmes. Parce que le sel, ça tue tout. Voilà, et donc... l'érosion également. Et l'érosion, et c'est pour ça que la Banque mondiale et la France le soutient suite à la visite du président de la République, soutient un programme de réhabilitation des côtes de l'Afrique de l'Ouest.
Voilà, c'est un exemple. Vous en découvrirez plein d'autres pendant ce forum qui a justement vocation à mettre en évidence ces bonnes pratiques sur les estuaires du monde entier. Nicolas, un petit mot de conclusion? Oui, c'est pas vraiment une conclusion, c'est plutôt une invitation, parce que Luc Monteil et Olivier Floch et Philippe Landonnet nous font l'amitié d'être présents mardi prochain pour notre forum. Et donc on poursuivra cette exploration du lien entre biodiversité, croissance durable et puis aménagement durable du Grand Paris. On va suivre justement tous ces congrès et forums. Je vous propose de revenir à l'automne nous parler des nouvelles belles pratiques qui vont se mettre en place, parce que c'est ça l'intéressant, de comment pouvoir finalement réparer ce qu'on a détruit. Telle est la question que tout le monde se pose. Un petit mot pour conclure. Je ferai une invitation à nos auditeurs. Olivier Floch. N'hésitez pas à sortir, allez vous balader en forêt, au bord de l'eau, n'importe où. Reconnectez-vous avec la nature. L'ONU prédit qu'à l'horizon 2050, 70% de la population de la planète vivra en ville. Il se trouve que jusqu'à présent, en tout cas, qui disait ville, disait déconnexion de la nature, comme l'a rappelé Luc Monteil. Or, il se trouve qu'effectivement, nous sommes en train de revisiter un peu tous nos aménagements, et il est essentiel que nous ayons une vraie reconnexion, pour ne pas dire une connexion tout court, avec la nature, et soyons humbles par rapport à elle. Elle nous a tout appris et elle va encore nous apprendre beaucoup de choses. On a beaucoup d'espoir. Merci Olivier Floch. Luc Monteil, un mot de conclusion? Un mot de conclusion, je vous invite simplement à nous suivre sur le hashtag Make Our Planet Green Again. Et puis, venez nous voir la semaine prochaine sur les Assises nationales de la biodiversité. C'est un événement qui est bien sûr ouvert aux entreprises, mais aussi au grand public. Donc, n'hésitez pas. Et peut-être que chacun donc puisse faire les bons gestes tous les jours un petit peu. Finalement, c'est la meilleure leçon de vie. Hein, respecter l'autre, respecter les insectes, et puis faire attention à ce que l'on fait dans nos gestes quotidiens. Cette émission va s'achever, on va se quitter en musique. On vous retrouve dès lundi, bien sûr, une semaine qui s'annonce passionnante. Je vous l'annoncerai sur Facebook, comme d'habitude, dans la rubrique Les événements, mais aussi sur LinkedIn. À bientôt, très bon week-end. Merci. Merci. Merci pour votre présence. Merci. Ah non, mais on peut...